14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. C'est vrai qu'on a toujours tendance à évoquer ce qui ne va pas dans la sexualité d'un couple. Eh bien, je vous propose aujourd'hui d'aborder les relations sexuelles sous un angle positif. Qu'est-ce qui fait que la sexualité fonctionne bien dans une relation? Quelles sont les recettes des couples qui ont une sexualité harmonieuse? C'est le sujet qu'a choisi mon invité Guillaume de Brébisson, qui est sexothérapeute. Et dans un instant, je vais lui demander pourquoi il a choisi ce sujet. Mais ce qui est certain, c'est que la sexualité joue un rôle essentiel dans une histoire d'amour. Non seulement elle aplanit les conflits, mais elle consolide également ce lien affectif en profondeur. C'est pourquoi il ne faut jamais renoncer à l'intimité. Guillaume de Brébisson va vous proposer quelques clés pour maintenir une bonne harmonie sexuelle dans votre histoire, mais je vous invite dès à présent à venir parler de votre sexualité ou de poser des questions. Et pour ça, bien sûr, vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Guillaume de Brébisson, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors, vous êtes sexothérapeute et vous êtes l'auteur de ce livre S'expanouir en couple. Et d'ailleurs, vous organisez un stage du 10 au 14 avril pour les couples qui ont envie d'améliorer leur sexualité, notamment. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de vous inscrire pour ce stage, vous allez sur le site de Guillaume de Brébisson. Alors, pourquoi l'envie d'aborder ce sujet ? Mais écoutez, je crois que vous l'avez très bien dit tout à l'heure. On parle souvent de ce qui va mal quand on parle de sexualité. On parle de tous les malheurs des uns et des autres, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et puis, finalement, j'ai pris conscience un jour qu'il y a une partie importante des personnes pour qui tout va bien, pour qui la sexualité peut-être est même épanouissante, pour qui parfois elle est source de plaisirs multiples et parfois normalement, très importants. C'est source de plaisir, la sexualité. Oui, mais on n'entend parler que de ce qui ne va pas. Regardez, il y a eu une étude il n'y a pas très longtemps de l'IFOP disant « Aïe, 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 les Français font plus assez l'amour ». Et puis, quand on regarde l'étude dans le détail, bon, d'accord, ils sont moins nombreux à faire l'amour, mais ils sont quand même assez contents de comment ça se passe. Oui, c'est vrai. Sauf chez les jeunes, il y a quand même une baisse inquiétante. Oui, chez les jeunes, il y a une baisse inquiétante. Mais c'est pas des gens qui sont en couple de toute façon. Voilà. Et puis la sexualité, c'est un apprentissage tout le long de la vie. Donc, quand on est jeune, on est sûrement très fringant, mais on a encore beaucoup à apprendre. En matière de sexualité, en tous les cas. Je suis bien d'accord, oui. On fait comme pour tout, ses premiers pas, on les fait pas toujours. Un bébé qui commence à marcher, il se casse parfois la figure. Oui, absolument. Et donc voilà, donc moi j'avais envie de donner la parole un peu aux gens pour qui la sexualité se passe bien. Je me souviens d'ailleurs dans votre émission d'un très beau témoignage un jour d'une femme qui décrivait à quel point, avec son compagnon, son ex-compagnon, elle avait eu des orgasmes incroyables, de la Kundalini, des fontaines, enfin tout un tas de choses merveilleuses. Et je trouve que c'est important de parler de la sexualité sous cet angle-là également. Alors peut-être, on va essayer tout au long de ces 2 heures, Guillaume de Brébisson, de donner quelques clés. Je crois que la première déjà, c'est ne pas renoncer à la sexualité sous prétexte qu'il y a des choses qui vont pas dans le couple. Les rancœurs, ok, mais on essaye de les dépasser. C'est pas en faisant la grève du sexe qu'on va régler les rancœurs, par exemple. Sans la grève du sexe, on va rien régler du tout. Et oui, vous avez raison, la sexualité est souvent un enjeu de pouvoir, en fait. Et à partir du moment où on met du pouvoir dans la sexualité, on ne peut plus faire de la sexualité la voie d'un épanouissement ni personnel ni de couple. Puisque, en fait, on est en train de tuer le moteur même de la sexualité. Alors certes, on peut fonctionner mécaniquement, si j'ose dire, mais tout ce qu'il y a derrière ça de beau va se perdre en route, quoi. Je pense que un des premiers aspects, c'est l'inverse de la lutte de pouvoir, c'est la connexion. C'est-à-dire que on a une belle sexualité quand on est bien connecté avec son partenaire, et ça vaut la peine de faire les efforts nécessaires pour avoir une belle relation,
de façon aussi à avoir une belle sexualité. Et c'est pour ça que je voudrais peut-être revenir sur le terme de l'intimité, qui est quelque part quelque chose de plus large que la sexualité. Bien sûr, la sexualité fait partie de l'intimité, mais l'intimité, c'est le rapport à l'autre par le toucher, le baiser, la tendresse, et c'est cette intimité-là qu'il faut préserver, qu'il faut protéger à tout prix. Hein. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on parle pas assez d'intimité et on parle pas assez de tendresse. Et ça m'évoque une autre chose, c'est que dans l'acte sexuel lui-même, il y a toute une part très importante finalement de caresses, c'est-à-dire les caresses, c'est la tendresse mise en action d'une certaine manière. Et ces caresses, souvent, durent trop peu de temps. Or, en fait, les caresses, elles ont un rôle extrêmement important puisqu'elles informent le corps que tout va bien, qu'on est en sécurité, qu'il n'y a pas de danger, qu'il peut se relâcher. Or, on a besoin d'être relâché pour avoir une belle sexualité. Donc, déjà, voilà, premier conseil, premier type, ce serait de donner beaucoup de temps pour les caresses. Oui, en tout cas, donner beaucoup de temps pour ce langage corporel qui, quelque part, montre bien qu'on est en confiance avec l'autre, qu'on est là avec l'autre. Et on le voit souvent hein, dans les couples, il y a une sorte comme ça de je vais pas dire d'indifférence, mais d'éloignement. On sait toujours si on s'embrasse quand on se quitte le matin, c'est toujours si on s'embrasse quand on se retrouve le soir. Et finalement, on ne donne à l'intimité que la place, si je puis dire, d'une sexualité qui forcément va devenir moins bonne, parce que s'il n'y a plus tout ce qui englobe autour, si je puis dire, ça va devenir une sorte de coït assez... Oui, c'est tout à fait ça. Je me souviens d'un couple que j'ai reçu il y a plusieurs années, qui était venu me voir pour des questions de désir insuffisant, de sexualité pas satisfaisante, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, je m'étais aperçu que l'homme, quand il partait le matin, ne disait pas au revoir à sa femme parce qu'il se levait avant elle et qu'il voulait la laisser dormir. Donc du coup, il l'embrassait même pas et puis il partait vite travailler. Et quand elle revenait le soir, parce que lui était revenu le matin, comme il s'occupait de ses petites filles, il l'embrassait pas non plus pour lui dire bonjour. Alors évidemment, quand on commence une journée comme ça, on n'a pas forcément très envie de la poursuivre au lit, quoi. Oui. Et puis c'est en ça qu'on dit souvent hein, qu'il faut garder la petite surprise du petit mot qu'on va mettre, par exemple, près de la machine à café, pour que quand elle se lève, elle ait au moins un petit au revoir. Enfin, je veux dire, c'est plein de choses comme ça qui peuvent entretenir une sexualité, parce que on va évidemment écouter les témoignages et ce qu'ont à nous dire les gens, mais oui, la sexualité, ça commence pas au moment où on franchit la chambre à coucher, quoi. Non, à ce moment-là, j'allais dire, il est trop tard, c'est peut-être pas exactement le bon terme, mais en tous les cas, la partie est un peu jouée d'avance, ouais. Tout se fait dans l'ambiance, dans l'atmosphère, et c'est ça qu'il s'agit de nourrir. Et c'est pour ça qu'avec mon épouse Sabrina, on a créé ce stage S'épanouir en couple, parce que justement, on veut donner l'occasion au couple à la fois de s'interroger sur quels sont les moteurs de leur désir, sur quel mode ils fantasment, etc., etc. Et en même temps, leur permettre d'avoir des moments d'intimité pendant le stage, en chambre, pour redécouvrir un certain nombre de choses de l'ordre de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la tendresse, la douceur, l'intimité, le regard, la connexion, le toucher, toutes ces choses qui permettent à la sexualité d'être belle. Et ce stage, c'est dans la vallée de Chevreuse, dans un bel endroit. Donc n'hésitez pas, c'est du 10 au 14 avril. Vous pourrez retrouver tout ça sur Guillaume de Brébisson. Vous allez sur l'Université de l'amour. Voilà, l'Université de l'amour. Que dire de plus. Et puis S'épanouir en couple, c'est le titre d'un de vos livres hein, qui était sorti il y a 2 ans, je crois. Hein, c'est ça? Il y a 2 ans maintenant, oui. S'épanouir les 7 secrets qui transforment votre vie amoureuse et sexuelle, voilà. Oui. Et donc c'est de ça dont on va parler, on va vous donner des clés, mais surtout on compte sur vous pour témoigner. Qu'est-ce qui fait que votre sexualité va bien? On a tendance à dire qu'il y a plusieurs manières de faire fonctionner sa sexualité sur le long terme. Moi je dis souvent oui, il y a la manière ludique, il y a la manière plus style slow sex, même si je suis pas une fan de cette expression, mais
Et je crois que surtout, il ne faut pas lui donner une importance trop sérieuse à la sexualité. Il n'y a pas d'enjeu. Ça peut être éventuellement un jeu, mais pas d'enjeu. Voilà, c'est ça, c'est un jeu. Voilà, n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant et on compte sur vous, évidemment, pour témoigner de votre sexualité harmonieuse. Ou sinon, si vous avez besoin de conseils, on est là, évidemment. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La sexualité harmonieuse dans le couple, comment on fait? C'est Guillaume de Brébisson qui va vous aider à la rendre plus harmonieuse, votre sexualité. Mais il me semble, Julie, que tout va bien. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour Julie. Effectivement, alors je ne sais pas si j'ai de la chance, en tout cas, moi j'en profite de cet épanouissement dans ma sexualité avec mon mari. Et je reprends les termes de votre introduction, c'est sûrement grâce à cette intimité-là que j'arrive à avoir aujourd'hui la sexualité épanouie et réciproque. C'est-à-dire, vous êtes ensemble depuis combien de temps d'abord? Alors, ça fait 6 ans. D'accord. Donc voilà. 6 ans, oui, 6 ans, on peut déjà avoir une sexualité qui s'appauvrit. Donc si c'est pas le cas, c'est que ça va bien, tant mieux. D'autant qu'on a eu 2 enfants. Ah oui, bravo. Donc on rajoute un petit peu des obstacles. C'est vrai que ça paraît comme ça un peu fou de dire ça, mais c'est vrai que la sexualité des parents parfois. On prend un coup avec l'arrivée des petits, oui, c'est assez juste. Ouais. Ça complique un petit peu le temps qu'on peut accorder à un couple quand on a des enfants en bas âge. Mais nous, alors depuis le début, on avait mis déjà la sexualité sur les piliers importants de ce qu'on vous recherchez dans un couple. C'est la confiance, la communication, la complicité et le sexe. Et c'était non négociable ni pour lui ni pour moi. Donc c'est un sujet qui est venu de suite sur la table. J'imagine que dès le départ vous vous rencontrez et que ça matche sexuellement entre vous. Ah oui, c'est ma plus belle première fois. Alors qu'en général on dit que la première fois on se cherche un peu et en fait là ça a été... Vous voulez dire que vous étiez vierge quand vous le rencontrez? Ah non, pas du tout. Bon, ouais, non, ouais. Mais c'est ma plus belle première fois parce que ça a marché comme si on s'était toujours connus, quoi. Il n'y avait pas. Ah bah oui, mais ça c'est l'alchimie des corps, hein. Ça. C'était fou. Et réciproque, visiblement. Et oui, tout est réciproque. C'est ça qui est bien aussi. Et vous disiez que vous avez toujours réussi finalement à conserver du temps pour la sexualité malgré la naissance des enfants, c'est ça? Oui, alors parce qu'on se donne la peine d'eux, on se donne des rendez-vous. Il y a des fois, quand on sent qu'on n'a pas pris assez de temps pour notre couple, on se dit, demain soir, dès que les enfants sont couchés, pas de télé, on aura mangé, on se donne rendez-vous pour entretenir l'intimité. Alors forcément, ça débouche sur 99% du temps sur de la sexualité, mais on est très dans la connexion charnelle, lui et moi. On fait ce qu'on appelle de la peau. On a besoin de s'enlacer, de sentir nos peaux l'une sur l'autre, mais même juste un avant-bras sur son torse. Moi, c'est comme si je me nourrissais d'une énergie et réciproquement. Il n'y a pas un jour où on se prend pas dans les bras. Voilà. Le matin, on part pas au travail sans s'être pris dans les bras. Et pareil pour le soir. C'est magnifique ce que vous dites, surtout pour un couple qui est quand même depuis 6 ans ensemble, avec 2 enfants. Moi, je trouve ça, franchement, ça me fait plaisir de vous entendre, Julie. Oui, c'est très très plaisant et on voit bien ce que disait Brigitte tout à l'heure, c'est-à-dire que vous entretenez l'atmosphère amoureuse et de tendresse entre vous au fil de la journée, de la semaine, quoi. Oui. Alors, il y a deux questions que je voudrais vous poser pour que votre réponse permette peut-être à certaines personnes qui nous écoutent d'avancer. La première, c'est quand vous avez un petit conflit, une petite dispute, quelque chose qui n'est pas tout à fait en harmonie avec l'autre. Je parle pas de la sexualité, évidemment. Là, comment vous le réglez?
On discute. C'est ça, là. On s'est jamais disputé fort, lui et moi. On est souvent en désaccord, hein, vraiment. Et vous réglez ça comment alors? Vous écoutez? On accepte qu'on ne soit pas d'accord et on ne cherche pas à ce que l'autre soit... vous ne cherchez pas à avoir raison, en fait, ni l'un ni l'autre. Vous acceptez vos différences. Oui, parce que voilà, on ne peut pas s'imposer non plus. C'est pas si évident, vous savez, Julie. Dans un couple, on met parfois l'amour propre avant l'amour. Hein. Après, je pense que lui, moi, j'ai plus d'amour propre que lui. Et lui, il vient me chercher. Il est, dès qu'il sent que je suis un peu, je ronchonne, je boude un peu, il vient me chercher. Lui, il n'a pas de soucis là et il fait... Non, moi c'est débile, mais c'est comme ça que ça marche. Quand il voit qu'il peut pas venir me chercher, il fredonne la musique de Dirty Dancing et du coup je rigole. Voilà, donc vous savez désamorcer. Hein, il y a un fusible en fait, vous avez trouvé un truc qui désamorce et puis vous jouez le jeu bien parce que vous restez pas à ronchonner, vous acceptez de... Parce qu'on se rend compte que tout est fragile. On arrive à la quarantaine, on voit qu'il y a des gens qui partent... disparaissent bêtement, et il y a des fois on se regarde, je vous le dis avec plein d'émotion parce que il y a des fois je me dis c'est bête de faire la tête pour des bêtises et si ça se trouve demain on sera plus ensemble et comment on pourra vivre l'un sans l'autre, c'est impossible, donc on va pas perdre de temps. C'est magnifique. Et deuxième question, Julie, vous êtes donc tous les deux parents, hein, vous avez eu deux enfants, ce qui n'est pas rien. En quoi votre situation de parent a fait un peu bouger votre situation d'amant? Parce qu'on a moins de temps. D'accord. Donc c'est pour ça que vous prenez le temps de vous fixer des rendez-vous parce que vous êtes conscient que sinon ça passerait à la trappe, c'est ça? Oui, parce que c'est facile de dire qu'on est fatigué, qu'on n'a pas le temps, qu'il y a le travail. C'est facile de tomber dans cette mauvaise routine parce qu'on a des bonnes routines, mais ces mauvaises routines-là, on ne veut pas. Donc on donne des rendez-vous. On est aussi ouvert un peu sur le libertinage qui nous fait des petites cerises sur le gâteau de temps en temps. C'est pas notre sexualité, c'est des petits moments, des petites parenthèses qui justement viennent nourrir aussi. Oui, c'est un ailleurs qui redonne de l'énergie dans le couple. Ça, je l'entends tout à fait. Autant quand c'est devenu une obligatoire systématique tous les week-ends d'aller en libertinage, ou que quand de temps en temps on s'autorise une petite diversion, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais par contre c'est quelque chose qu'on fait que ensemble. On a essayé de voir si séparément ça nous apportait quelque chose, et on s'est rendu compte l'un comme l'autre que c'est ensemble, sinon ça n'a pas de sens. À mon avis, vous êtes très reliés. Hein. Oui, c'est ça. Donc vous privilégiez la connexion, vous privilégiez le fait d'être ensemble, vous privilégiez votre relation. Et je vous entendais dire tout à l'heure, oui, c'est facile de dire qu'on est fatigué, qu'on a beaucoup de travail et tout ça. C'est quand même un discours très très fréquent chez les couples. Et alors, quand vous êtes fatigué et que vous avez beaucoup de travail, vous faites l'amour quand même, c'est ça? Ah oui. C'est comme une voiture qu'on met en route, c'est peut-être, faut se mettre un petit coup derrière, c'est pas joli de dire ça, mais une fois qu'il s'est passé 2-3 minutes de connexion, c'est bon, le corps parle tout seul, et puis voilà, on dort mieux après. Oui, c'est vrai que ça aide à dormir l'orgasme, on ne le dit pas assez souvent. Mais peut-être aussi que vous avez cette chance d'avoir une vraie alchimie corporelle tous les deux, c'est-à-dire que vous êtes tellement reliés au niveau du corps que ça dépasse tout le reste. Ah oui, mais tellement. Mais c'est que nos cœurs, c'est même des fois, souvent moi, quand j'ai un orgasme, je me mets à pleurer d'amour. Il y a tout plein d'émotions qui se chamboulent. L'amour pour lui, la peur de le perdre, le bien-être physique, il y a tout. Et ça explose et je fonds en larmes et du coup il me reprend contre lui pour un peu comme me rassurer, me consoler, accueillir tout ça. Oui. Ouais, mais c'est magnifique de voir comment justement vous laissez les émotions et la sexualité, sans jeu de mots, s'interpénétrer. Et que vous jouez avec ça, enfin que vous jouez et que vous les acceptez, quoi. Oui. Voilà. On laisse venir les choses, on accueille les émotions,
on n'a pas cette pudeur-là de vouloir la cacher à l'autre. On est tellement transparent. Voilà, c'est... Mais il y a ce que j'entends dans ce que vous dites aussi, Julie, qui est très important, c'est une confiance absolue dans l'autre. C'est-à-dire vous pouvez vous montrer dans votre vulnérabilité la plus profonde, puisque quand vous avez un orgasme, vous lâchez tout et vous vous montrez dans cette fragilité féminine, si je puis dire, au sens, encore une fois, symbolique. Hein. Je pense pas que vous soyez quelqu'un de fragile, mais vous pouvez le faire parce que vous avez totalement confiance et vous avez raison, puisqu'il vous accueille et il vous montre qu'il a des bras solides. Et c'est ça qui est beau aussi, je trouve, dans votre témoignage. Alors quand on le voit, il a rien de solide. Il est petit, il est tout fin. Et en fait, oui, mais là, on est dans... Mais oui, mais c'était tellement pas celui que j'imaginais qu'il serait ma moitié. Et maintenant, je suis... Oui, mais on est dans du symbolique, dans ce que vous dites. On n'est pas du tout dans la représentation réelle de quelque chose. Oui, il faut savoir le dépasser. Donc ça, c'est moi, je trouve vraiment ce témoignage très, très passionnant, intéressant. On vous envie un peu, Julie, à vous écouter. Ouais, on est des bisounours, on dégouline d'amour, c'est un peu écœurant, j'avoue. Mais moi, j'en ai toujours rêvé. Je me suis toujours accrochée à ce type de relation. Je savais que ça existait, mais il faut juste être patient et ouvrir les yeux quand il s'approche de nous. Oui, et puis j'imagine que alors, est-ce que vous faites des sacrifices dans votre relation pour pouvoir la préserver? Pas du tout. Je peux être moi-même. Et voilà. Justement, dans mes relations d'avant, j'ai pu sacrifier ce que je pouvais être, où je devais faire attention à ceci, à cela. Et lui, comme moi, on tient ce discours-là, on est enfin qui on est. Et face à l'autre, et pas que dans la sexualité, dans la vie de tous les jours. On s'aime tout entier, avec tout ce qui nous agace chez l'autre, mais tout ce qui est tellement bon à côté, il faut oublier ce qui nous agace, c'est que des irritants, c'est pas des choses insurmontables. Eh bien, merci Julie, merci de ce témoignage. On va faire une petite pause et on va parler d'une relation sexuelle à soi-même avec Flore Chéry qui nous rejoint dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Guillaume de Brébisson, nous accueillons Flore Chéry. Je précise qu'on reçoit Philippe Breneau mardi et nous ferons donc un grand sujet, 2 heures, sur ce thème que vous allez aborder, Flore Chéry. Le grand thème de Philippe Breneau. Alors, parce que vous posez aujourd'hui la question de la vie de couple et comment arriver à ce qu'elle soit épanouie sur le long terme. Et une des façons, c'est aussi d'avoir un petit espace à soi, ce que Virginia Woolf dirait une chambre à soi, dédiée à son propre plaisir par la masturbation. C'est en tout cas une des clés que l'on apprend dans le dernier essai paru aux éditions La Musardine, Éloge de la masturbation par Philippe Breneau, dont on connaît l'amour pour l'histoire avec un grand H de la sexualité, puisqu'il est aussi l'auteur de l'incroyable histoire du sexe en bande dessinée. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'analyser nos pratiques sexuelles par le prisme de l'histoire? Parce qu'on se rend compte que notre façon de blâmer la masturbation de tous nos maux, la paresse, le manque d'intelligence et même la surdité, tient en un recueil Onania rédigé par un médecin du nom de Tissot au XVIIIe siècle. Et cela a ouvert la porte à 2 ans de culpabilité autour de la masturbation, notamment pour péché de mollesse. Avec le développement insidieux massif de tous les remèdes, potions, incantations et moyens possibles pour s'en prémunir, bien évidemment. On y apprend aussi que le mot masturbation date de 1576, qu'il s'écrit sous la plume de Montaigne dans les essais. Alors je vous lis l'extrait, car Diogène, exerçant en public sa masturbation, faisait souhait en présence du peuple, assistant qu'il pût ainsi saouler son ventre en le frottant. J'aime toujours les textes du XVIe siècle. Mais souiller, vous voulez dire, hein? Souler. Ah, oui. C'est saouler son ventre. Parce que ça vient de souiller, je crois, le terme masturber. Ça vient de la main surtout. Enfin, masturbe maître, main... Oui, mais qui souille, je crois. Enfin bon, je demanderai à Philippe Breneau mardi. Philippe Breneau pourra le dire, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on voit le mot masturbation écrit dans un texte. On est au XVIe siècle. Ce que j'aime aussi beaucoup, et vous connaissez mon amour pour la littérature érotique, c'est qu'on se délecte des textes anciens que Philippe Breneau a pris un malin plaisir à égrener tout au long de l'essai. Je vais vous citer un extrait du traité de l'amour conjugal de Nicolas Venette sur la masturbation. Sa gorge est grosse et dure,
sa voix forte et ses flancs bien ouverts. Ses cheveux sont noirs, longs et un peu rudes. Et dès l'âge de 11 ou 12 ans, elle s'aperçut que le poil sortait de ses parties naturelles et qu'il y excitait déjà des émotions amoureuses. Voilà comment on parlait de la masturbation, et c'était un texte du XVIIe siècle. Je trouve ça sublime. On y termine bien sûr par y parler du mouvement NoFap, un mouvement américain de jeunes qui souhaitent arrêter la pornographie et la masturbation pour profiter, soi-disant, d'une meilleure vitalité et confiance en eux. Bref, Philippe Bruneau, à travers cet essai, nous apprend à nous méfier des grands discours autour de nos sexualités, de nos intimités. Il nous montre qu'en quelques siècles, on peut penser qu'une même pratique, la masturbation, peut être soit le mal incarné ou le bien incarné, qu'elle peut être diabolique ou au contraire émancipatrice. Lui, en tout cas, défend le deuxième versant et prône une masturbation joyeuse et enthousiaste comme un des moyens de nouer avec son corps comme avec son couple. Et oui, moi c'était un grand slogan que je disais tout au début quand je faisais cette émission, il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est vrai qu'elle est encore très taboue. La dernière enquête sur la sexualité montre bien qu'il y a encore beaucoup de femmes qui n'osent pas se masturber. Et c'est dommage parce que quand on est célibataire, si on ne se masturbe pas, on s'éloigne un petit peu de la sexualité. C'est plus compliqué de retrouver de la sexualité si on ne s'est pas masturbé, si on n'a pas eu de rapport pendant 2 ans, 3 ans. Il y a une rééducation à faire avec l'autre. Maintenant, ce que je peux reconnaître aussi, c'est que parfois les routines masturbatoires, surtout quand on est célibataire, empêchent ou entravent les premiers moments avec quelqu'un d'autre, notamment si on est habitué à consommer du porno en même temps que on se masturbe. Il y a parfois un petit temps de latence avant de renouer avec la sexualité à deux. Alors, je ne sais pas s'il en parle dans le livre Philippe Bruneau, mais on abordera de toute façon le sujet mardi. Pour moi, il y a 2 sortes de masturbation. Il y a la masturbation pulsionnelle, qui est un petit peu une sorte de décharge nécessaire parce que le corps, tout d'un coup, est un petit peu en surchauffe. Voilà. Et puis, il y a la masturbation volontaire qu'on fait avec de l'imaginaire, avec une sorte d'érotisme de soi peut-être à quelqu'un d'autre, ou en tout cas, et je trouve que les deux sont très différentes et sont intéressantes à... Dans la masturbation, il y a aussi la possibilité d'utiliser la masturbation pour apprendre à durer, pour prendre le temps. On peut se masturber 1h30 si on n'est pas obligé de se masturber en 2 minutes. Oui, mais après on est des ampoules aux mains. Mais vous savez, vous avez raison, il y a de plus en plus de sextoys qui sont développés pour faire durer les hommes le plus longtemps possible. Je pense notamment à un type de sextoy où avec son pénis, il faut jouer à un jeu vidéo avec une petite voiture, et plus on dure longtemps, plus on gagne des points. Plus on gagne des points. Enfin, il y a ce système de gaming pour entraîner les hommes. Il y a un permis à points masturbatoire. Voilà, pour durer dans le temps. En tout cas, la masturbation comme performance ou comme moyen de gérer sa performance pour après une sexualité à 2 a été en effet développée par plusieurs gammes de sextoys. L'autre chose, c'est qu'on peut se masturber en couple aussi. C'est très amusant. Mais est-ce que c'est de la masturbation quand on est en couple, justement? Ou est-ce que c'est pas un jeu préliminaire on peut chercher, au fond? C'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que techniquement, oui, c'est de la masturbation. Dans la masturbation en couple dont je parle, ce que j'imagine là, c'est chacun se masturbe face à l'autre. Oui, j'ai bien compris. Bon, c'est pas une masturbation échangée. Non, j'avais bien compris, Guillaume. Mais est-ce qu'on est réellement dans l'idée de la masturbation, qui est finalement quelque chose qu'on se fait pour soi-même et uniquement pour soi-même? C'est ça que je voulais dire. Je pense que ça change avec le degré d'excitation. C'est-à-dire qu'au début, on est bien encore dans la relation, on se regarde, on s'aime, chacun se masturbe, et puis petit à petit, ça monte. Et à mon avis, il y a un moment où effectivement, on lâche la relation parce qu'on est trop près. Parce qu'en même temps, c'est quelque chose enfin, c'est très différent de se masturber à 2. On n'est plus dans son imaginaire. On le fait pour l'autre ou par exhibition. Enfin, en tout cas, il y a... C'est le spectacle, oui, qu'on va venir développer. C'est une sexualité de spectacle qui peut être intéressante aussi. Bien sûr, ça peut être très rigolo. Je pense que c'est un jeu qui permet de renforcer On parlait d'intimité tout à l'heure, vous parliez d'intimité, et je trouve que ça renforce l'intimité dans le couple, ça, justement. Oui, mais moi, je suis pas... Ça a le potentiel de le faire. Je suis pas contre du tout. Je dis juste que pour moi, c'est pas ce que j'appellerais de la masturbation. C'est exactement la même chose. Mais bon, je sais pas si Philippe fait la différence dans son livre. Il parle pas forcément de
ça. Cette partie, en fait, c'est très historique quand même l'essai de Philippe. Est-ce qu'il raconte évidemment l'époque où on attachait les mains des petits garçons pour pas qu'ils se masturbent? Alors il y a plusieurs systèmes d'entrave. Il y a celui-là notamment, mais il y a beaucoup de il va étudier les petites cages, toutes les choses de chasteté qu'on plus ou moins fantasmés d'ailleurs, qui ont plus ou moins existé, et il en parle aussi beaucoup. Ça vient dans les remèdes contre la masturbation, tout comme les potions, tout comme il y avait plein d'autres choses qu'on pouvait faire contre la masturbation à l'époque. C'est assez rigolo de le voir avec nos aujourd'hui. Voilà ma lecture de ce week-end. Hein. Vous savez tout, puisque je le reçois mardi, que j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir le livre. Mais il me reste tout le week-end pour lire le livre. Mais il est passionnant. À une seule main, donc forcément. Bon, il est très sérieux, Brigitte. Il y a des choses plus excitantes que ça. Mais bon, sans vouloir vous décevoir. Je ne sais pas. Bon, merci beaucoup en tout cas, Flore Chéri. Et je rappelle que vous êtes l'autrice de cette pièce que l'on peut aller voir le 5 à 7. Hein, c'est au Suite Paradise. C'est donc 12 rue Marie Stuart dans le 2e. Et c'est quel jour votre... Ça sera tous les jeudis à 20h30, 5 à 7, qui est la pièce de théâtre dédiée pour le désir des femmes à Suite Paradise. N'est-ce pas? Et les hommes ont le droit quand même d'y aller? Les hommes peuvent venir s'ils sont accompagnés de femmes. Pas seuls, hein, c'est ce que j'avais cru comprendre. Et restent un peu au fond de la salle parce que c'est vraiment les femmes qui participent le plus. Donc le jeudi. Le jeudi à 20h30, tous les jeudis. Eh mince, il faut attendre la semaine prochaine. Merci Flore Chéri, merci beaucoup. Julien est avec nous pour répondre à 3 questions intimes. Bonjour Julien. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Alors d'abord, première question, quelle est votre fréquence de masturbation? Aujourd'hui, je vais dire que c'est 2 à 3 fois par semaine. Ah quand même, c'est bien. Pas si mal. Très bien. Très bien. C'est marrant parce que c'est une question très intime. Hein. Je suis pas sûre qu'on oserait poser cette question-là à un dîner. Il y a que dans cette émission qu'on peut poser cette question à quelqu'un sans que ça le dérange. Bon. Deuxième question, Julien. Est-ce que vous préférez les gros ou les petits seins? Ceux qui tiennent à ma main, donc les moyens. Les moyens, parce que vous avez une main moyenne, d'accord. Bon. Ouais, c'est ça. Ceux qui tiennent dans ma main, j'aime bien parce que c'est bien une parole d'homme, ça. En fait, j'ai jamais été attiré par les gros seins, en fait, voilà. D'accord. Oui, bah, c'est votre droit le plus strict. Hein. Pas... Et dernière question, est-ce que vous gardez un bon souvenir de votre première fois? Oui. Magnifique. Magnifique. Oh là, à ce point-là. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Lors de mes voyages, elle s'appelait Anna Maria. C'était au Brésil. Au Brésil, et vous vous souvenez de son prénom? J'avais 21 ans. Ah oui, donc assez tard, oui. Et ça a été la découverte de l'amour. Ça faisait plus de 15 jours que j'étais, et j'étais fasciné par toutes ces femmes avec leurs mouvements de fesses, du corps, de tout, les fesses, du corps qui bouge, très sensuel. Et puis... Voilà, elle s'appelait Anna Maria et elle avait presque 30 ans. D'accord. Eh bien, vous pouvez poser une question à Guillaume, il vous écoute. Alors, sur le couple et le secret de la durée d'un couple, en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez sur le secret de la durée du plaisir dans le couple? Juste une chose, si je peux me permettre, à part le dialogue, parce que ça, c'est effectivement une évidence. Et la communication. Donc, qu'est-ce qui ferait durer un couple? À part le dialogue et la communication, je pense que il y a quelque chose de très important, c'est d'avoir le désir de faire plaisir à l'autre. C'est-à-dire d'être dans une attitude qui est une attitude plutôt tournée vers l'autre que tournée vers soi, quand il s'agit en particulier de plaisir. Si je m'assure que ma compagne ou mon compagnon ait du plaisir à chaque fois que nous faisons l'amour, eh bien, je m'assure qu'il ou elle aura du désir la prochaine fois aussi. Est-ce que ça vous parle? Ouais, c'est en tout cas votre réponse, hein, Guillaume. Non, oui, et puis je la trouve très chouette. Ouais, parce que c'est pas mal. D'accord. Ok, tant mieux. Merci Julien de cet échange. Je vous en prie. Merci à vous. Bonne continuation à vous. Eh bien, on va continuer dans un instant avec Cédric qui va prendre la parole et qui, semble-t-il aussi, a une sexualité épanouie. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Guillaume de Brébisson est avec nous. Nous évoquons la sexualité épanouie dans le couple. Si vous avez envie de faire ce stage que propose Guillaume de Brébisson, vous pouvez aller sur le site universitédelamour.fr pour vous inscrire. C'est du 10 au 14 avril. Et de même, Guillaume de Brébisson lance un appel. Si vous avez une sexualité épanouie, il serait ravi de vous questionner, de vous interroger. Donc n'hésitez pas également à aller le rejoindre sur son site. Bonjour Cédric. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. 18 ans de couple. Plus. Non. On est ensemble depuis l'âge de 18 ans et j'ai 48 ans, donc ça fait plus de 30 ans que nous sommes ensemble. Ah, bravo. Et ça va toujours bien sexuellement? Alors, on va dire que c'est... à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'apothéose par rapport au début où on a commencé. Waouh, ça c'est quand même agréable. Je trouve ça magnifique d'entendre quelqu'un qui a 30 ans de couple dire c'est l'apothéose aujourd'hui. On a eu beaucoup d'étapes et puis on a beaucoup évolué entre-temps. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de conseils puisque ça fait des années que je suis l'émission. D'avant sur Sud Radio, déjà. Oui. Donc, c'est vrai que j'avais pris beaucoup de petits conseils. Ça fait 23 ans, hein, donc j'imagine vous avez eu 7 ans de galère où votre sexualité n'allait absolument pas, et puis j'arrive sur l'antenne et vous m'écoutez, et puis maintenant c'est l'apothéose. C'est l'apothéose. Non, je plaisante, je plaisante. Non, je pense tout simplement, Cédric, que vous avez mis en pratique ce que vous avez entendu et que vous êtes donc responsable de cette apothéose et vous la devez. Et puis votre femme a certainement aussi su s'adapter à vous comme vous vous êtes adapté à elle. Parce qu'en fait, la sexualité, la complexité de la sexualité, en fait, c'est que c'est un truc qu'on fait à deux avec 2 parents qui nous ont quand même bien marqués, parce que il faut toujours rappeler que la sexualité c'est quelque chose de très cognitif, donc c'est-à-dire qu'on a des idées dans la tête de ce que devrait être la sexualité. On rencontre quelqu'un qui a d'autres idées, qui a d'autres goûts, et il faut mettre tout ça dans un mixeur et puis arriver à en sortir quelque chose qui soit agréable. C'est pas si simple. Agréable pour les deux. Donc racontez-nous comment vous avez fait évoluer votre sexualité. C'est intéressant, Cédric. Alors, moi, pour commencer, j'étais déjà très très jeune, à l'âge de 14 ans. J'ai déjà mis une main aux fesses à ma femme au lycée, qui avait été très très surprise et qui s'était retournée, qui m'avait baffé. Et après, je l'ai su par la suite où elle s'en voulait parce que justement, elle avait des vues sur moi. Donc du coup, c'est vrai que moi, j'ai fait un petit peu ma vie de mon côté. Et puis aux environs de 18 ans... je suis allé la rechercher. Du coup, c'est vrai que nous sommes sortis. Et puis, du coup, on a concrétisé notre relation. Oui, c'est intéressant. Donc, vous découvrez quand vous êtes encore adolescent. 14 ans, on est encore très, très adolescent. Elle avait 12 ans, donc moi 14 et demi à peu près. C'est intéressant. Et donc vous vivez un petit peu votre début de sexualité séparément, c'est bien ça? Alors moi de mon côté oui. Par contre madame qui avait un peu des origines portugaises où ils sont très très pas stricts sur le sujet, mais voilà, c'est pas trop avant le mariage. Donc elle était vierge quand vous la rencontrez. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Elle avait jamais rien fait avant et donc du coup elle a tout appris avec moi. C'est vrai que j'avais eu quelques petites expériences avant qui ne l'a pas trop dérangé. Et puis on a progressé progressivement tous les deux comme ça. C'est vrai qu'après on s'est mariés rapidement. Et puis on a eu une première fille rapidement. Et puis on est commencé à rentrer dans une routine du couple progressivement. Où après, je ne critique pas la sexualité qu'on a eue, mais bon, je peux pas dire que c'était platonique. On s'amusait quand même un petit peu. Après, on a eu 2 autres enfants progressivement. Et puis, voilà, la contrainte de tous les jours, du travail. Oui, vous vous êtes laissé attraper par la routine à un moment donné, donc voilà, si je comprends bien, qui fait que ça nuit forcément à la sexualité, mais vous avez su vous ressaisir. Voilà. Alors, pas tout de suite, parce que c'est vrai qu'après, on a commencé à vouloir travailler. On a travaillé à domicile ensemble, donc on était H24, 7 jours sur 7 ensemble. Alors,
On n'a qu'une contrainte où on avait le travail à la maison 24 heures sur 24. Donc, au niveau des relations, c'était des fois un petit peu compliqué, c'est vrai. On le reconnaît aujourd'hui. Ça aurait peut-être pu casser dans les couples, je ne vais pas dire la routine, mais ça aurait pu mettre un frein. Et puis bon, il y a eu beaucoup la discussion, le discours. Et puis on a continué malgré tout. Et puis au bout de 10 ans de ce travail-là, on a dit il faut qu'on arrête là parce qu'on ne se retrouvait plus par rapport à notre métier. On a dit on arrête. Et puis voilà, on a arrêté. On a commencé à reprendre un travail chacun de notre côté. Donc on a retrouvé un petit peu notre indépendance au niveau boulot. Et puis de là, on a commencé à retrouver une sexualité un petit peu plus épanouie aussi. Oui, vous vous êtes redécouvert. Vous vous êtes séparés, en fait. On s'est redécouvert une deuxième fois, en fait. Et en fait, et après, on a eu quelque chose qui nous est arrivé chacun de notre côté. Parce que c'est vrai que ma femme, question de ça, elle avait des fois des petites difficultés par rapport au rapport, des douleurs, tout ça. Et moi, je suis arrivé juste avant le Covid, où je suis tombé malade du Covid, juste avant tout le monde. Et j'étais 15 semaines en soins assez intensifs, parce que j'étais sur respirateur et tout ça. Et ça nous a mis un coup. Et de là, suite à ça, j'ai repris un peu du poil de la bête. Et mon épouse est tombée aussi malade, avec du coup une opération en urgence pour l'endométriose. Qui l'a freiné énormément sur certains rapports avant, malgré tout. C'est clair, oui, bien sûr. Elle avait pas mal de douleurs, donc c'est vrai qu'on avait anticipé un petit peu sur des petites choses, sur des caresses qui vont être plus extérieures et tout ça, où on a développé beaucoup de choses, beaucoup de petites astuces. Et puis, suite à ça, elle a passé son opération et on s'est redécouvert une troisième fois, si on peut dire ça comme ça. Et de là, depuis, on a évolué dans tous les sens, puisque avec écouter les émissions, on a fini à aller faire un spectacle, voir un spectacle au Sweet Paradise, n'est-ce pas? Vous en avez parlé. Et puis suite à ce premier spectacle, ma femme elle me dit, malgré qu'on avait déjà évoqué certains sujets, et elle me dit c'est dommage parce que moi j'aurais bien vu un spectacle avec un homme. Donc moi j'ai pris la page internet du Sweet Paradise, j'ai envoyé un petit message, et ils m'ont répondu c'est vrai que ça serait intéressant tout ça. Et quelques mois après, il y avait le spectacle au Sweet Paradise masculin. Donc l'anniversaire de mon épouse arrive, nous allons là-bas, donc du coup on a revu les patrons qui nous ont dit oui effectivement on avait eu le message, on en avait reparlé, ils nous ont offert 2 coupes de champagne chacun, madame a fini un petit peu sur scène. Alors un petit peu en retrait parce qu'elle voulait pas trop se montrer en public et tout ça, elle a été un petit peu freinée là-dessus. Mais alors par contre, quand on est rentré sur le retour, c'était très très chaud. Et depuis, oui, ça a réveillé un peu ça a réveillé beaucoup de choses, puisque depuis, nous avons aussi franchi le pas du club de sauna libertin, pas du club libertin même, du sauna libertin. Alors qu'elle avait beaucoup de complexes par rapport à son corps. Et dans le sauna, on est beaucoup déshabillé. Et puis, depuis, c'est l'apothéose, parce que ce soit domicile ou que ce soit en club, on s'est redécouvert une 4e sexualité, parce que du coup, on fait beaucoup de choses maintenant. Vous osez. Et le fait de l'endométriose, c'est vrai que ça l'a beaucoup ouverte là-dessus. Et voyez Cédric, c'est moi ce que j'aime bien dans votre témoignage, c'est que vous traversez des difficultés qui sont peut-être pas sur lesquelles on pourrait mettre du sens d'ailleurs. Et puis au lieu de vous dire c'est la faute à pas de chance et puis de baisser de courber les chines, non, vous vous êtes réveillé à la vie, parce que qu'est-ce que c'est que la sexualité si ce n'est l'élan vital et l'envie de profiter de la vie. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis des fois, c'est vrai que on se disait, oui, aujourd'hui elle veut pas, moi j'avais envie, on se répète des fois un petit peu le chignon là-dessus. Et puis c'est vrai qu'avec le recul, on comprend également qu'il y avait des douleurs, qu'il y avait beaucoup de choses. Et puis il y a la discussion, la compréhension. Et puis voilà, les années passent et puis on reste ensemble. Et c'est pas parce qu'on s'est pris de temps en temps des petits coups de gueule, si on peut dire ça comme ça, où on plaque tout et puis on part. Non, la preuve, parce que à l'heure d'aujourd'hui, elle le dit elle-même, et puis moi je le dis, j'ai une perle à la maison. J'ai une perle à la maison, et puis on est passé à beaucoup de choses, et puis à ses découvertes au niveau
eh ben, ne serait-ce que les seins, les tétons, où elle va prendre du plaisir, où elle va être... De toute façon, elle est tout maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, elle s'est découverte sur tout. J'adore Elle est vaginale, clitoridienne, anale, les seins, les tétons, tout. Eh ben, elle est libérée. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez réussi à libérer vos deux corps intégralement, quoi. Oui, dans le bon sens du terme. Ça y est, vous êtes. C'est une femme ouverte à la sexualité. Moi, encore une fois, votre témoignage est très différent de celui de Julie, mais il est beau aussi parce que ça montre bien que, dans un couple, on progresse, on avance, on a des moments difficiles, et puis on peut dépasser tout ça, et c'est aussi un très beau témoignage. Il faut accepter la difficulté pour pouvoir la dépasser. C'est ce que vous avez fait à de multiples reprises. C'est vraiment très très beau. Hein. Merci. On n'est pas sur la quantité des rapports, mais on en a rigolé encore dimanche soir, où il y a des fois, on était peut-être 15 jours, 3 semaines sans faire quelque chose. Et là, le week-end dernier, puisqu'on est sortis, on a fait beaucoup. Et puis dimanche soir, en discutant, et puis on se met à compter, et on se dit, ah oui, effectivement, on a quand même fait 9 fois dans le week-end. Ah oui. C'était pas une chose qu'on aurait dit il y a 10 ans ou 20 ans. 9 fois dans le week-end, au bout de 30 ans de vie commune, c'est pas mal, Cédric. Je reconnais que c'est pas mal. Je comprends pourquoi vous dites apothéose. Merci pour ce témoignage, Cédric. Merci beaucoup. Guillaume de Brébisson, avant de laisser la place aux infos, la petite devinette du jour. Le bonheur à deux, ça dure le temps de compter jusqu'à combien? Vous pourrez me donner la réponse dans un instant, tout de suite après les infos. Vous aussi, venez témoigner. Qu'est-ce qui a fait que votre sexualité est aujourd'hui harmonieuse? Ou si vous avez des questions à poser, vous pouvez également nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons la sexualité harmonieuse des couples avec Guillaume de Brébisson, sexothérapeute, auteur de S'expanouir. Je rappelle aussi que vous proposez un stage pour les couples qui ont justement envie de s'expanouir en couple. C'est du 10 avril au 14 avril et vous pouvez aller sur le site Université de l'amour pour vous inscrire si vous désirez y aller. Alors, on va donner la parole à Nadine maintenant, mais d'abord je voudrais la réponse à ma devinette. Le bonheur à deux, ça dure le temps de compter jusqu'à combien? Jusqu'à 2? Jusqu'à 3. C'est dès qu'il y a du tiers qui arrive que le problème se pose dans un couple. Là, vous l'avez bien vu avec Adam et Ève quand même. Hein. On est d'accord, c'est vrai. C'est quand le serpent arrive que les emmerdes arrivent. Hein. Bon. Nadine, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité. Vraiment merci de m'accueillir. Je vous en prie. Bonjour Nadine. Guillaume qui est avec nous. Alors Nadine, allez-y, dites-nous. Eh bien, moi, mon témoignage, en fait, je vous remercie vraiment d'avoir proposé cette émission parce que dans mon parcours de vie, j'ai eu des relations qui se sont extrêmement bien passées. Lorsque, effectivement, bon là, je ne suis pas en couple, mais quand j'étais en couple, et notamment avec des compagnons vraiment avec qui pour qui j'étais très 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 amoureuse, j'avoue que eh bien je m'abandonnais dans cette relation. J'étais vraiment ouverte à tous les possibles. Je faisais entièrement confiance à mon partenaire et ce qui me fait intervenir aujourd'hui, c'est que j'ai eu aussi des relations avec des partenaires avec qui je m'entendais mais merveilleusement bien d'un point de vue intellectuel. Je me disais c'est mon double. On partageait des mêmes valeurs, des mêmes qualités, dans le respect, dans la même vision de la vie, mais avec qui sur le plan sexuel, j'étais dans l'incapacité totale d'aborder le sujet parce que d'un point de vue sexuel, dans ces relations-là, eh bien j'avais peur en fait j'étais incapable d'aborder le sujet parce que j'avais peur de les blesser, parce que un manque d'expérience de leur part. Ça veut dire que c'était des hommes dont vous n'étiez pas amoureuse. Je pensais être amoureuse, mais finalement, après, avec le recul, je me disais, peut-être que je ne suis pas assez amoureuse pour
aborder le sujet et communiquer de façon à comment dire, à fondre la glace, quoi, et en parler. Mais pour moi, en parler, ça aurait été vis-à-vis d'eux. Mais est-ce que vous arriviez à parler de sexualité quand vous étiez amoureuse et que la sexualité allait bien? Ça se passait tellement bien qu'en fait, donc c'est bien naturel. Oui, donc vous en parliez. Vous parliez de sexualité. C'est-à-dire que on en plaisantait, on mais ça se faisait naturellement. Oui, mais j'ai l'impression que vous en parliez pas réellement, en fait, puisque ça se passait bien, il n'y avait pas de raison d'en parler. Je pense que ce que vous dites, je crois que beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup d'hommes pourraient le dire, c'est-à-dire que lorsqu'on est amoureux, il y a une sorte de soupape qui saute, et donc on peut plus facilement oser la sexualité. Et ensuite, comme ça va bien, on n'a pas besoin d'en parler. C'est quand même encore très compliqué pour beaucoup de gens de parler de sexualité et d'arriver à avoir une sexualité avec quelqu'un pour qui on n'a pas énormément de sentiments. Pourtant, j'étais persuadée d'avoir des sentiments, mais effectivement... ce qui me faisait, ce qui me bloquait pour en parler, c'était la peur de blesser et d'aborder le sujet. Effectivement, peut-être que la relation était peut-être moins intense en sentiment qu'avec d'autres relations, mais pourtant, c'était vraiment des compagnons avec qui j'étais merveilleusement bien le reste du temps. Mais d'un point de vue sexuel, ça fonctionnait pas. Et finalement, Nadine, quand est-ce que vous avez eu alors une belle sexualité harmonieuse, heureuse, épanouissante? C'était dans quelles circonstances, dans quelles conditions? Alors c'était plutôt dans des coups de foudre. C'est ça. Quand la passion voilà. Rend totalement ouvert à la sexualité. La passion, c'est comme si on était sous, au sens. Donc il y a quelque chose de quoi qu'il, la moindre caresse vous fait monter au 7e ciel. Hein. Et les barrières sautent. Voilà, tout à fait. Où là, on se pose pas de questions, on se laisse, on s'abandonne, on se laisse porter par le moment. Mais ce qu'il faut dire à toutes les femmes qui écoutent, parce que c'est plus quelque chose de féminin que de masculin, ce qu'il faut dire, c'est que si on est capable d'avoir de la jouissance et de se laisser aller à l'orgasme, ça veut dire qu'on est capable, même avec quelqu'un pour qui on n'éprouve pas énormément de passion, il faut juste laisser le corps prendre la mesure des choses, c'est-à-dire lâcher la petite tour de contrôle qu'il y a dans le cerveau, quoi. Oui. Et c'est ça qui est pas facile pour certaines personnes qui ont trop relié le sexe et l'amour. Oui, je pense que c'est effectivement. Alors après, on peut être avec quelqu'un qui fait mal les choses et qui ne convient pas. Donc à partir de ce moment-là, de toute façon, on aura beau essayer de parler, je suis pas sûre qu'on améliorera beaucoup la sexualité. Si c'est désagréable, c'est désagréable. Ça vous est arrivé, ça, Nadine, d'avoir une sexualité qui n'était pas agréable avec vos compagnons? Oui. Et alors comment ça s'est passé? C'était très très rapide, très très vite fait. Enfin, il n'y avait pas du tout de caresses, pas trop de préliminaires, un peu maladroit, un peu. Finalement, j'étais pas du tout à l'aise dans. Je vivais mal le moment, parce que
Vous vous sentiez un peu utilisé à des fins égoïstes et pas dans un échange de corps à corps. Quoi. Voilà, oui, c'était un peu cela, mais c'était tellement contraire à tout ce qui se passait dans le reste du temps. Voilà. Oui, mais alors ce qu'il faut quand même dire, Nadine, c'est soit on a affaire à un homme totalement égocentrique et qui de toute façon se fout complètement de donner du plaisir à l'autre, mais c'est quand même assez rare. Soit on a juste un homme à qui on n'a pas encore donné les rudiments nécessaires pour qu'il soit un bon amant. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à lui parler parce qu'on lui rend service. Oui. Parce que finalement, vous l'avez laissé être un mauvais amant et puis la prochaine, elle a récupéré un mauvais amant. Vous n'avez pas fait votre boulot, Nadine. Oui, tout à fait. Il y a une forme de formation continue quand même, à assurer. Oui. Alors maintenant, il y en a une avant vous, peut-être aussi, qui n'avait pas fait son boulot. Voilà, mais je crois que oui. J'avoue que le peu de fois, fort heureusement, où c'est arrivé, il est vrai que c'était avec des compagnons qui avaient eu, à leur dire, qui n'avaient eu qu'une, voire deux femmes, deux expériences, enfin vraiment, qui n'avaient pas du tout eu de oui, qui était encore un petit peu vierge il faut lâcher les jeunes et prendre un peu plus âgés. Tout à fait. Tout à fait. Oui, mais c'est vrai qu'on oublie une chose, c'est que entre le moment où on démarre dans la sexualité et le moment où on commence à comprendre à la fois comment son corps fonctionne et comment le corps d'un autre fonctionne, il y a des travaux pratiques. Hein. Tout à fait. Mais c'est vrai que là, moi, je savais que j'avais beaucoup plus d'expérience que lui, parce que je pense à une histoire très spécifique, particulière. Et c'est vrai que c'est pour ça que vous aviez peur Oui, et en fait, j'avais peur de montrer que j'en savais plus. Ça, je trouve que c'est féminin comme crainte, souvent, parce qu'en fait, je crois assez juste de penser que la plupart des hommes sont ravis de faire amour avec une femme expérimentée qui va pouvoir leur enseigner plein de trucs. Les hommes, ils sont toujours un peu techniciens sur les bords, et ils aiment bien comprendre comment ça marche, et si on leur montre, ils sont ravis. Mais il faut leur montrer avec douceur. Bien sûr, oui. Mais je suis d'accord avec vous, Guillaume. Les hommes sont tout à fait aptes à s'améliorer. Ils n'ont pas de problème avec ça, contrairement à ce que ont l'air de penser beaucoup de femmes. Oui. Je vous assure, d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on parle d'une bonne maîtresse. Hein. Oui. C'est... Une bonne maîtresse, elle nous enseigne bien. N'est-ce pas ? Mais merci de ce témoignage, Nadine, parce que on a donné beaucoup d'informations grâce à vous. Merci. Mais oui, je vous en remercie infiniment. Mais non, c'est nous. C'est nous. On va continuer bien sûr avec vous. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et je rappelle que Guillaume de Brébisson a lancé un message. Vous avez une sexualité épanouie. Il attend éventuellement vos témoignages. Donc n'hésitez pas à le retrouver. Guillaume de Brébisson, vous allez le retrouver évidemment sur son site. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue à évoquer la sexualité harmonieuse dans les couples grâce à vous, Guillaume de Brébisson. Je rappelle que vous êtes également l'auteur de ce livre S'expanouir. C'était aux éditions First, évidemment. Et bien sûr, vous avez entendu le jeu de mots S'expanouir. C'était un joli titre, il fallait le trouver. Soélie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour Soélie. Alors, vous avez une relation sexuelle harmonieuse en ce moment ou pas ? On va dire que les amants que j'ai me permettent d'avoir une sexualité harmonieuse, on va dire. D'accord, donc vous avez plusieurs amants ? Oui, parce que je suis célibataire, donc voilà, j'ai l'embarras du choix. Eh ben, vous avez bien raison. De toute façon...
C'est une liberté qu'ont les femmes beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Hein. C'est assez facile, j'imagine. C'est sur les sites de rencontres, je suppose, que vous trouvez des partenaires. Alors, pas du tout. Non non, parce que je suis anti-Internet. Je suis ravie d'entendre qu'on peut trouver beaucoup d'amants sans aller sur les sites de rencontres. Tout à fait. Et de tout âge, en plus. Oui. Et alors, est-ce que vous avez des statistiques? À quel âge les hommes sont les meilleurs amants? Ça va intéresser beaucoup de nos auditrices. On va dire moins de 40 ans, c'est pas mal. Et après, ceux qui ont 50 dans la cinquantaine, il y en a qui sont très très bons. D'autres commencent déjà à avoir peut-être des difficultés, peut-être par rapport à la santé, ou je ne sais pas trop. Ah oui, c'est sûr que psychologiquement, il y a des choses, je ne sais pas. D'accord, donc la force de l'âge, 40 ans. ils ont c'est la bonne décennie. Entre 40 et 45, on va dire, hein, c'est ça? Entre le moment où ils ont assez appris à être un bon amant et qu'ils ont encore l'énergie pour tenir. Voilà, tout à fait. Mais alors, voilà. Oui, parce que en fait, on entend bien à demi-mot ce que vous êtes en train de dire. Hein. Un bon amant, c'est un homme qui sait s'occuper d'une femme, mais qui quand même a une bonne érection. Hein. Tout à fait. Après, je dis ça, mais j'ai eu un monsieur qui avait 90 ans, donc qui n'avait pas du tout d'érection. Et comme en ce moment, il y a le no-pénétration, mais il a été très, très doué pour arriver à me faire avoir des orgasmes quand même. Donc, ça veut rien dire. Mais il y a des expériences, on va dire, quand même. Je trouve ça intéressant ce que vous venez de dire là, parce que ça, c'est le témoignage que la pénétration n'est pas forcément obligatoire pour donner les orgasmes à la femme. Ah non, ça c'est sûr. Et puis alors moi, bien souvent, je les ai sans pénétration, attention. Et alors, si vous avez vos orgasmes sans pénétration, c'est le cas, c'est assez fréquent chez les femmes, qu'est-ce qui fait que l'érection est importante alors? Parce que j'aime bien la variété déjà. J'aime bien quand même qu'il y ait... disons que s'il n'y a pas de pénétration, ça ne va pas me déranger. Mais s'il y a pénétration, il faut qu'il y ait quand même une pénétration avec vraiment un pénis bien viril et pas non plus un homme qui... Et est-ce que parce que c'est ce que j'entends souvent hein, et qu'on n'ose pas trop dire, mais je crois qu'on parle vrai sur Sud Radio, ce qui est pénible pour une femme, c'est quand l'homme a une érection un peu chancelante, on va dire, et qui s'acharne quand même à essayer d'en avoir une, quoi. Voilà, ça par contre, je préfère qu'il n'y ait pas de pénétration du tout et prendre du plaisir autrement. On va dire qu'une demi-molle. S'il y a pénétration, il y a une bonne virilité du pénis, mais sinon, ça n'intéresse pas, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet délicat, parce que comment on va dire à un homme, bon, écoute, excuse-moi, mais tu bandes pas vraiment, donc on va laisser tomber parce que c'est fatigant, c'est pénible. Enfin, je veux dire, non, mais oui, bien sûr. Non, mais... Voilà, j'essaye de faire passer à autre chose. Je le dis pas forcément, mais je m'arrange à ce qu'on passe à autre chose. Et alors, qu'est-ce qui fait que votre sexualité est épanouie, épanouissante, harmonieuse? Parce que du coup, je m'arrange à avoir des partenaires avec qui s'intéressent à savoir ce qui me plaît. Déjà, la plupart me disent qu'est-ce que tu veux que je te fasse, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, qu'est-ce que tu veux. Voilà, il y a un vrai partage. Ils me disent ce que eux ont envie et moi, ils me demandent à moi. C'est pas moi qui vais dire je voudrais. Ils me le demandent et ça, j'apprécie énormément. Et alors, vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour vous installer un peu plus en couple, ou au contraire, vous voulez garder cette liberté et ces amants Alors franchement, avant, oui, j'étais une petite fille très sérieuse, n'ayant qu'un partenaire. Et franchement, maintenant que j'ai goûté à la liberté et la possibilité d'avoir la variété des amants, je préfère la liberté. Bien sûr. Voilà. Mais vous avez eu une rupture difficile, ou c'est juste que vous avez eu envie de profiter de la vie et de découvrir tout ce que vous pouvez découvrir? Alors, toutes mes ruptures ont été difficiles parce que j'ai un petit syndrome du sauveur, donc tout été très très compliqué.
Donc voilà, puis du coup d'avoir découvert cette liberté. Mais après, après chaque rupture, de toute façon, chaque fois que je me retrouvais seule, Oui. j'arrêtais pas de dire qu'est-ce que je suis heureuse seule. Frère, voilà, j'ai quand même j'arrive à me donner le bonheur seule. Voilà, j'aime partager du temps avec mes amis, faire ce que je veux quand je veux. C'est pour moi, c'est un vrai bonheur, quoi, déjà, que d'avoir des comptes à donner à quelqu'un, de voir. C'est vrai que je suis très active et j'avais souvent le reproche. Oui, mais tu m'accordes jamais assez de temps. Et quand j'en accordais, j'avais l'impression qu'on faisait rien de bien particulier ensemble et de m'ennuyer. Mais avec le recul, dans les quelques histoires que vous avez eues, on a l'impression quand même que vous n'aviez pas choisi des hommes très épanouissants, puisque vous parlez du syndrome de sauveuse. Alors, épanouissants, certains sexuellement, on va dire au moins un jeune, un plus jeune, beaucoup plus jeune que moi. Sexuellement, c'était épanouissant. Mais après, non, c'était quelqu'un qui avait un problème de bipolarité et il y avait des violences conjugales, donc c'était pas bon du tout. Ben, c'est clair. Ben, voilà, donc j'ai fait le choix judicieux de partir. Ben, la sauveuse s'est sauvée. Oui, au bout d'un moment, on est obligé. Hein, sinon, c'est nous bien qui sûr. passons. Je trouve ça intéressant de voir que vous prêtez attention à vous-même, quoi. Voilà, que vous ne laissez pas embarquer dans n'importe quoi. Au prix de votre propre santé, vous êtes attentive à vous-même, quoi. Et je trouve que ça a l'air de vraiment faire partie de ce qui vous permet d'obtenir justement une sexualité et une vie épanouissante, si j'ai bien compris. Tout à fait, c'est quand j'ai pris conscience parce qu'avant j'avais à force d'avoir ces relations, j'avais une mauvaise estime de moi-même, j'avais l'impression de n'être qu'un objet sexuel. Maintenant, je m'épanouis là-dedans et au contraire, avant je pensais qu'il ne fallait avoir que des sentiments pour pouvoir avoir du plaisir. Donc j'ai enlevé plein de barrières. Et j'ai fait, on va dire que je devais être dans une période d'année 9 de chemin de vie et j'ai fait une renaissance complète, mais alors j'ai tout modifié. Et là, vraiment, voilà, j'ai repris de l'estime de moi-même, tout ça. C'est moi qui décide, du coup. J'ai plus l'impression d'être un objet. Je décide, je choisis, je dis oui, je dis non, je fais comme bon me semble. On pourrait même dire d'ailleurs que vous les choisissez comme on choisit des objets, mais en même temps, c'est une manière de vous réparer et de renverser, si je puis dire, la situation. Donc je pense, enfin, il me semble qu'on ne le dit pas assez. De temps en temps, on a besoin comme ça d'être dans une sexualité un petit peu plus addictive, même si je pense pas du tout que vous soyez dans la sexualité addictive, mais parce que ça permet de se repositionner, de prendre sa place, et on voit bien que vous étiez dans des relations où vous n'arriviez pas à être à votre place, c'est-à-dire que vous ne vous respectiez pas suffisamment. Et là, vous êtes en train de vous construire dans votre identité. Et à mon avis, c'est un cheminement nécessaire. Il durera ce qui durera. Et puis personne n'a à juger quoi que ce soit. Mais j'ai surtout choisi des amants qui me respectent. J'entends bien. On a un respect mutuel très important. Et ce qui fait que peut-être je ne veux plus de relations sérieuses, j'ai écouté un de vos auditeurs hier qui disait qu'il avait des rendez-vous et que les femmes le pressaient presque à aller plus loin. Et bien moi, c'est mon regret, c'est de n'être jamais tombée comme l'auditeur qui avait dans votre émission qui disait que il faisait des rencontres, mais que les femmes le pressait presque à aller au lit, alors que lui, il voulait d'abord perdre son temps à connaître la personne avant d'aller plus loin.
C'est dommage, voilà. J'ai Oui. pas pu appeler ce jour-là, je l'aurais bien appelé. Non, pour mais lui dire, Soélie, non, pour c'est l'instant. les femmes qui aiment les hommes comme vous. Non, mais Soélie, vous n'êtes pas non plus dans cette. C'est pas non plus l'image que vous envoyez aux hommes en ce moment. Vous envoyez aux hommes en ce moment l'image d'une femme qui a envie qu'on la respecte, qu'on la fasse jouir. Vous envoyez pas l'image d'une femme qui a envie qu'on lui chante à son balcon la sérénade. Vous comprenez? Tout à fait, maintenant c'est le cas. Oui, donc c'est un cheminement, vous êtes dans cette phase de votre vie, vivez-la pleinement, et puis à un moment peut-être ça ira mieux, et à ce moment-là, celui qui vous chantera la sérénade arrivera. Oui, voilà, je ferme aucune porte. Enfin, je suis très ouverte à tout, et je dis pas qu'un jour ça ne m'arrivera pas, effectivement, et que je redeviendrai une petite fille sage. Ou s'il aime bien le passage, pourquoi pas aussi, mais faire une vie ensemble en partageant aussi, je sais pas. Je prendrai, on verra. Bon, ben merci en tout cas de ce témoignage, Soélie, merci à vous. Merci à vous. On fait une Merci petite beaucoup, pause Soélie. et puis un petit love conseil qui permet justement de s'amuser un peu sexuellement, puisque c'était un peu le but aussi aujourd'hui de cette émission. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Guillaume de Brémisson, on parle de sexualité harmonieuse dans le couple. Je rappelle que le côté ludique souvent aide à dédramatiser le côté sérieux de la sexualité. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce Love Conseil qui s'appelle le chiffre sexe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez jouer votre rapport sexuel au hasard. Et là, vous choisissez un DVD pornographique. Je dis bien un DVD, parce que où vous chargez en VOD un film pornographique. Mais je dis bien un film, donc quelque chose qui a quand même une petite histoire. Et vous choisissez un chiffre de 1 à 100. Et puis ensuite, vous lancez le film et vous arrivez au chiffre que vous avez choisi. Si c'est par exemple le chiffre 52, j'ai pas dit 69, 52, c'est à l'image au bout de 52 minutes que vous aurez ce que vous pouvez faire sexuellement. Donc c'est une sorte de lancer de dés, si je puis dire, et donc il vous restera plus qu'à exécuter ensemble ce que vous visionnez. Alors évidemment, c'est valable pour des couples qui sont quand même assez libres, ou alors il faut s'autoriser un droit de veto, parce que je veux pas non plus que tout d'un coup vous soyez obligé de faire quelque chose qui ne vous convient pas. Donc il faut d'abord que ce jeu convienne à tous les deux et qu'il y ait possibilité quand même de se donner un droit de veto. Et puis c'est pas mal parce que ça donne un peu de surprise, un peu d'inattendu, et puis ça donne aussi des idées, parce que moi je trouve aussi que par exemple j'étais assez étonnée quand on avait questionné le nombre de positions qu'utilisaient les couples, on en était à 2, tu vois. Donc ça manque de variété beaucoup, la sexualité dans les couples, vous ne trouvez pas? C'est-à-dire, oui, souvent ça manque de variété. Je trouve surtout, j'ai lu quelque part il n'y a pas longtemps, que les plus belles positions, c'était celles qu'on inventait. Et c'est vrai que ça arrive parfois, pendant les débats amoureux, tout à coup, il se passe quelque chose, on a une sorte d'illumination, on fait un truc qu'on n'avait jamais fait jusque-là. Et ça, c'est merveilleux. De tout, c'est de s'en souvenir pour pouvoir renouveler. Oui, ou d'en inventer une autre, après tout. Ou d'en inventer une autre. Guillaume de Brémisson, on va parler de la patience. À l'occasion de la sortie de ce livre, La patience, une générosité intérieure. C'est aux éditions Erol. C'est Hélène Monet qui est avec nous pour en parler. Bonjour Hélène. Bonsoir. Donc vous êtes psychothérapeute et vous avez écrit ce livre et on va commencer par cette phrase qui est importante. Nul ne naît patient, il le devient. Donc la patience, c'est quelque chose qu'on apprend? Ah oui, c'est indéniable. Vous savez, les enfants, ils ont ce sentiment de toute puissance quand ils sont nourrissons. Il faut que la maman soit tout de suite là pour leur donner le sein ou autre chose, de l'affection. Bon, donc il y a quelque chose en nous qui se construit au niveau de la patience. C'est-à-dire que tout doucement, on va faire des essais relationnels, on va rentrer en colère, on va jouer plutôt de la séduction, et puis petit à petit on va comprendre que en donnant du temps au temps, on obtient souvent des choses beaucoup plus intéressantes que là tout de suite maintenant.
Ça veut dire que la patience naît de la frustration? En partie, oui. Mais surtout, je pense, en pensant que l'enfant, lui, n'a pas de notion du temps, en fait. Hein. Il est dans le tout de suite. Et donc, petit à petit, il va comprendre qu'il faut un petit peu laisser de l'espace dans sa vie pour que des choses plus gratifiantes arrivent que des choses qui sont un peu primaires. Vous voyez, voilà. On va dire ça comme ça. Alors moi, votre livre m'a intéressé parce que c'est totalement contraire au temps dans lequel on est, hein, où finalement tout doit aller assez vite. On va zapper dès qu'un film est un petit peu trop lent, dès qu'on a l'impression qu'on s'ennuie. Donc c'est un livre que vous avez eu envie, j'imagine, d'écrire pour contrecarrer un peu le très vite, tout de suite de notre société actuelle. Oui. C'est vrai, et puis surtout par rapport à ma patientèle, parce que je voyais vraiment beaucoup de jeunes femmes, de jeunes gens qui, dans leur sexualité, justement, dans leur façon d'aimer, faisaient leur marché sur Internet, ne donnaient pas du temps autant pour découvrir l'autre, pour essayer de décrypter son langage corporel, son langage tout court, vous voyez. Donc j'ai vu beaucoup de souffrance par rapport à ça et je me suis dit je vais consacrer un chapitre à savoir s'offrir du temps pour découvrir l'autre. Voilà. Oui, c'est très joli ce chapitre, hein, donner du sens à la relation. C'est vrai que c'est facile, hein, on est avec quelqu'un, ça ne nous semble pas tout à fait convenir, hop, on va en chercher un autre, on jette, oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que, vous le dites, hein, il y a une certaine dichotomie sur le plan affectif entre désir et besoin. Hein. Voilà. Beaucoup de gens ne font pas la différence. Le besoin affectif, tout le monde l'a. Le désir, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus complexe, avec de l'inconscient, avec des pulsions. Voilà. Et bien sûr, on a tous besoin d'être aimés. Mais on a aussi des désirs très particuliers qu'il faut apprendre à connaître avant d'aller voir du côté de l'autre. Et déjà se donner du temps à soi pour connaître son désir de façon précise, pour ensuite ne pas être déçu et aussi ne pas décevoir l'autre. Bien sûr. La patience, il faut aussi être assez bien avec ses émotions. Hein. C'est peut-être aussi quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça. Bon, on sait que beaucoup de gens ont du mal à savoir quelles sont les émotions qui les traversent. C'est-à-dire qu'on est tellement dans le faire pour avoir dans ce monde qu'on oublie de se situer au niveau de l'être. Et les émotions, c'est de l'être. Donc si on décrypte petit à petit pourquoi on est en colère, pourquoi on est triste, pourquoi on a de la joie, et qu'on peut ensuite reproduire de façon beaucoup plus circonstanciée, en intelligence de situation, ce qui nous convient, notamment dans le couple, on a tout gagné. Et Hélène, dans la sexualité, la patience, ce serait quoi alors ? Alors, ça peut être différentes choses. D'abord, peut-être, là je parle peut-être en tant que femme, avoir la possibilité de créer un rituel de préliminaire avec son compagnon ou avec même une nouvelle personne. D'y aller doucement, c'est-à-dire de ne pas forcément aller du côté de la pénétration tout de suite, mais créer des jeux sensuels avec des objets, avec du parfum, avec une lumière, avec de la musique, pour apprivoiser l'autre d'abord. Et puis la deuxième chose, au niveau de justement des émotions, c'est d'essayer de voir qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et de se dire, bon ben voilà, je ne vais pas prévoir d'avance ce qui va se passer avec l'autre, je vais laisser venir, et puis si ça se passe bien, tant mieux. Si c'est moyen, je lui redonne une deuxième chance, voire plus, si besoin, si vraiment on sent qu'on est face à quelqu'un qui vaut le coup.
C'est le cas de le dire. Oui, et vous parlez aussi de l'abstinence sexuelle dans le couple, hein, qui peut faire renaître l'envie et le désir, et qu'il ne faut pas confondre en effet le besoin sexuel qui en fait, au sens vital, il n'est pas là. On n'a pas besoin de faire l'amour, mais en même temps... c'est plus une envie. Enfin bon, encore, moi je pense qu'il y a pour certaines personnes, c'est pas envisageable d'avoir une vie en couple sans sexualité, mais c'est pas un besoin vital au sens. Tout dépend à quel âge on est aussi. Hein. Oui. Je pense que voilà, il y a une abstinence qui est quand même plus facile une fois qu'on a eu une vie sexuelle assez riche. Hein. Voilà. Et puis c'est lié aussi au conjoint, au fait que bon, il y a la fatigue de l'autre. Il y a le fait qu'il n'est pas dedans, si j'ose dire, il n'a pas la tête à ça. Donc il y a cette patience-là, cette abstinence qui est importante comme preuve d'amour par rapport à cette dichotomie entre les deux membres du couple. Et puis Hélène Monet, il y a deux choses que vous dites dans ce livre que je trouve intéressantes. Il ne faut pas confondre le silence et la solitude. Première chose intéressante, hein, c'est vrai. On peut être dans le silence sans être seul. On peut être seul sans être dans le silence. Hein. C'est deux choses. Et vous parlez aussi de l'urgence et de l'essentiel. Ça, c'est aussi quelque chose que dans notre société, on a un petit peu tendance à considérer que tout est essentiel, urgent. C'est pas tout à fait la même chose. Je fais surtout la distinction entre urgent d'un côté et important et essentiel de l'autre. C'est-à-dire que si on arrive à trouver dans la semaine un moment où on essaye de faire le distinguo dans notre vie entre ce qui est vraiment, vraiment de l'urgent et puis de ce qui est important et d'essentiel, on va voir que les deux ne coïncident pas forcément. Et à ce moment-là, on va créer une espèce de petits cahiers, on va dire. Moi, je fais ça sous cette forme-là souvent, avec des pages de l'urgent, de l'essentiel, de l'important. Et il y a beaucoup de choses qui vont se décanter, c'est-à-dire que les choses qui apparemment sont urgentes vont s'en aller, et les choses vraiment importantes et essentielles vont émerger. Oui, c'est la symbolique des petits cailloux et des gros cailloux, hein. Mais ça, ceux que ça intéresse, ils iront regarder ce que c'est que cette symbolique sur YouTube. Merci beaucoup Hélène Monet. Ça s'appelle La patience, une générosité intérieure. C'est aux éditions Erol. Et on va conclure dans un instant, Guillaume de Brébisson, avec Catherine qui va nous parler de la sexualité harmonieuse ou pas. Surprise dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La sexualité harmonieuse dans votre couple, si ce n'est pas votre cas, vous avez peut-être la possibilité d'améliorer tout ça en faisant ce stage que vous propose Guillaume de Brébisson. C'est du 10 avril au 14 avril, c'est bientôt, et vous pouvez vous inscrire sur universitédelamour.fr. N'hésitez pas, pourquoi pas, un petit stage dans la vallée de Chevreuse, ça peut vous permettre d'apprendre beaucoup de choses, et en tout cas surtout de découvrir pourquoi votre sexualité ne va plus très bien. Catherine, bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. Écoutez, voilà. Alors moi, je voudrais commencer, essayer peut-être, mais commencer par vous dire une note optimiste, voilà, et qu'il est toujours temps de rencontrer, rien n'est perdu. Voilà. Alors moi, mon histoire, c'est une histoire assez banale en fait. Non, c'est la vôtre. C'est la vôtre, elle n'est pas banale. Enfin, Catherine. Alors, mariée très jeune, je voulais beaucoup d'enfants, j'ai trouvé quelqu'un qui voulait aussi beaucoup d'enfants, j'ai eu 6 enfants, notre sexualité... 6 enfants 6, oui, quand même. Ah, oui. 6, oui. Alors oui, j'étais un peu... C'était très viscéral, hein. Oui, mais... Je les voulais, hein, vraiment. Et puis je me suis régalée. Je peux vous dire, vraiment, je me suis régalée. En tant que mère, vous voulez dire en tant que mère, de la d'accord. maternité, exactement. Mais vous savez, Catherine, quand la sexualité
sexualité au départ est basée sur le désir d'enfant, ce qui est tout à fait honorable. Encore une fois, moi je trouve encore une fois qu'il faut laisser à chacune la manière de commencer sa vie. C'est vrai que c'est une sexualité qui est basée sur l'idée d'avoir des enfants et qui forcément n'est peut-être pas le meilleur moyen d'avoir une sexualité harmonieuse. C'est juste. C'est pas le plaisir qui est là en première ligne, en tous les cas, j'imagine. Oui, disons que je le recherchais quand même. Hein. Oui, bien sûr. Je le recherchais. Le plaisir, c'était quand même. Mais je veux dire par là, que le désir est présent dans le sens où on a envie d'être enceinte. Donc le désir, il est là. Ah, oui. C'est ça que je voulais dire. Hein, c'était juste par rapport au désir. D'accord, au désir d'enfant, d'accord. Et donc, alors par contre, mon ex-mari était très possessif. Alors, ce qui est souvent le cas d'hommes qui ont envie d'avoir beaucoup d'enfants. Parce que inconsciemment, ils veulent vraiment que les enfants soient d'eux, ce qui peut se comprendre d'ailleurs, parce que et donc forcément assez vérifiant que la femme n'est pas volage. Voilà. Et alors, figurez-vous que moi, ma réaction, c'était ce qu'elle était. Plus il était possessif et jaloux, et plus j'avais envie d'aller voir ailleurs. Voilà. Classique. Je sais pas, c'était un truc classique. Bon, d'accord, merci. Les jaloux créent leurs propres problèmes. Ça voulait dire. Vous savez, c'est quand on vous dit surtout n'ouvre pas cette porte qu'on a envie d'ouvrir. Oui, voilà. Et donc, après, on a divorcé, tout ça, 42 ans quand même. Hein. Et donc, les années passant, j'ai beaucoup de rencontres, pas mal de rencontres, jusqu'à il y a 2 ans, où j'ai rencontré un monsieur assez... moi, écoutez, j'en suis pas encore revenue, hein, et qui a une sexualité à part, mais surtout qui me laisse être moi-même, qui me laisse en paix, qui n'est pas jaloux, qui partage, qui est dans le polyamour, qui est tout ça, c'est des mots que je connaissais pas. Hein. J'ai mis ce mot-là, polyamour, sur un comportement moi je suis très contente si tu as un autre compagnon, une autre compagne. Écoutez, moi je suis vraiment épanouie parce que j'ai l'impression au bout de X dizaines d'années d'être moi-même. Vous voyez, d'être enfin. Et puis il y a un mot, liberté. La liberté, s'autoriser d'être soi-même. Et ça, c'est un super cadeau. Et je pense que il n'y a pas d'âge, il n'y a pas. Ça peut être tout le temps, à n'importe quel moment de la vie, c'est ça que je veux dire. Et donc, vous voyez, mon couple, c'est comme si c'était basé sur la norme. Je regardais les autres et il fallait être normal, dans une norme, dans une normalité, vous voyez. Et là, mais je Catherine, suis tombée sur quelqu'un qui n'est pas du tout normal. Oui, j'entends bien. Mais Catherine, votre parcours, il est quand même très intéressant parce que vous avez eu envie d'être mère, d'avoir 6 enfants, vous êtes épanouie vous l'avez dit, c'était formidable. À 42 ans, comme par hasard, vous divorcez parce que c'est un âge où on fait inconsciemment le bilan de sa vie et soit on continue dans la lignée de ce qu'on est, soit on renverse tout et on vit et on va vers autre chose. Et puis je crois qu'il faut surtout pas renier votre première vie parce qu'elle vous a épanoui, elle vous a permis de réaliser un rêve qui était le vôtre. Et puis aujourd'hui, grâce à cet épanouissement de cette première femme, si je puis dire que vous avez été, vous pouvez vous permettre quelque chose parce que vous avez rempli, si je puis dire, votre mission de vie. Et puis là, vous découvrez une liberté autorisée, nouvelle. Moi, je trouve que votre témoignage, il est assez fort et assez intéressant. Oui, c'est magnifique. Et puis on sent votre émotion, on sent que c'est très intense, on sent que c'est très important pour vous en ce moment. Et puis je crois qu'on a tous ce désir de passer d'un côté à l'autre, c'est-à-dire de se réaliser totalement. Et pour se réaliser totalement, il faut avoir été explorer les deux polarités opposées de ce qu'on cherche à explorer. Et c'est ce que vous faites. Donc vous êtes une polyamoureuse heureuse, c'est ça que j'entends. Oui,
mais aussi, ça dépend aussi de la rencontre. J'ai eu cette chance d'avoir cette rencontre sur le tard, d'accord, mais c'est une rencontre complètement... non, vous l'avez choisi aussi. Vous auriez pu passer à côté, Catherine. Choisi, vous croyez? Je suis certaine. Alors là, je suis. Non, vous croyez pas, vous? Non, moi je suis certaine, et ça je le dis, mais alors je ne cesserai de le répéter. Je pense qu'on est responsable des gens qu'on rencontre. C'est intéressant, oui. D'accord. Parce que vous auriez pu passer à côté, vous auriez pu ne pas oser accepter la vie qui vous a permis de vous découvrir une autre femme. Enfin, non, vous en êtes tout à fait responsable et vous avez accepté ce qu'il a permis de voir en vous. Oui. Mais enfin, c'est quand même des cadeaux de chance. Je sais pas comment vous pouvez mettre un mot là-dessus, mais c'est quand même, c'est surprenant déjà. Ça m'a surprise déjà moi-même. Et puis j'ai pris ça vraiment comme un cadeau. Et tous les jours, je suis, c'est super. Alors, j'ajouterais juste pour plaisanter, pardon Guillaume, je vous ai coupé, mais je vous redonne la parole. J'ajouterais juste pour plaisanter, il vaut mieux d'abord avoir les enfants et vivre après sa vie de polyamoureuse, parce que l'inverse, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Vous voyez ça comme ça, vous? Oui, mais les enfants, on peut pas les avoir. C'est bien pour ça que je dis ça. Vaut mieux remplir son rôle de mère. Si vous aviez commencé par le polyamour, vous ne seriez peut-être pas l'heureuse mère de 6 enfants. Ouais, d'accord, mais bon, oui. Même, vous pensez pas que c'est en nous, ça, c'est notre façon de fonctionner profondément. De quoi? D'être polyamoureux, d'être polyamoureux quand même. C'est la façon de fonctionner de certaines personnes. Moi, je suis très touché par votre témoignage parce que j'ai rencontré de nombreuses fois des couples polyamoureux. Je n'en ai pas rencontré qui étaient heureux. Et là, j'entends au contraire tout votre bonheur qui exulte là, et je trouve ça magnifique. Je vous invite à nous rencontrer, parce que je vous promets qu'on passerait un bon moment. Hein, Catherine, c'est volontiers. C'est volontiers. Bon, on va régler ça hors antenne. Hors antenne, voilà, c'est ça. On règle... Non, mais... Guillaume a raison, hein, c'est compliqué le polyamour, mais vous êtes passé par une phase de possession, hein, vous avez dit que vous aviez beaucoup souffert, et donc peut-être qu'il y a quelque chose là, une revanche à prendre. Mais au point de disparaître, au point de mettre des vêtements amples pour cacher les formes et tout, mais ça en était là. Hein. Oui. Vous avez été nié, quoi. C'était un jaloux maladif, enfin qui. C'était spécial. Hein. Mais d'un autre côté, c'était un très bel homme et j'ai des très beaux enfants avec lui. Donc vous voyez, il n'y a rien sans rien, peut-être. Non. Bon, en tout cas, vous êtes épanouie, heureuse de vivre. Moi, j'ai pas envie de dire quoi que ce soit qui pourrait mettre un petit nuage sur votre bonheur, Catherine. Non, Brigitte, vous allez pas trouver quelque... Ah non. Surtout pas. Non, mais je pense que... Écoutez, encore une fois, je reviens sur ce que je vous ai dit. Vous avez eu 2 vies dans le bon sens, hein, parce que dans l'autre sens, ça aurait pas été possible. Voilà. Oui, super. Écoutez... Ouais. Je vous remercie déjà de nous donner cette chance de s'expliquer, de déposer. Mais non, c'est vous qui êtes encore une fois, Catherine. Vous l'avez dit au début de votre témoignage. C'est un témoignage qui se veut positif pour toutes les femmes qui peut-être sont dans une phase pas très épanouie, pas très heureuse. Ça peut arriver à tout le monde, à tout moment. Donc restons ouverts à la vie. Ça veut dire que vous avez pu sortir de la jalousie aussi, ce qui n'est pas évident. Bravo. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Guillaume de Brébisson. Écoutez, on a eu beaucoup de témoignages positifs, ça fait du bien de temps en temps. Merci d'avoir choisi ce thème. S'expanouir, c'est également le titre de votre livre aux éditions First, dans lequel vous donnez beaucoup de bons conseils, hein, justement, pour avoir une sexualité harmonieuse. Et je rappelle que c'est Alain Héril qui avait fait la préface de ce livre. C'est pas n'importe qui, Alain Héril, on le sait.
Voilà, merci à tous ces jolis témoignages. Tout de suite, bien sûr, vous retrouvez Alexandre Delevan. Et puis lundi, on sera avec quelqu'un que vous connaissez bien. On va recevoir Claude Parisot. Oui, Claude. Et on va parler de l'effet miroir du couple. Parce que c'est vrai que, encore une fois, je viens de le dire à Catherine, hein, on ne choisit pas par hasard. Les rencontres, il n'y a pas tant de hasard que ça. Pourquoi on choisit telle personne qui nous ressemble ou pas, qui réveille des parts d'ombre ou pas, c'est tout ça qu'on verra lundi avec Claude Parisot. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end. Bon week-end. Et harmonieux, évidemment.